Bonjour, mon nom est Julie Savage-Fournier. Je suis ingénieure industrielle et certifiée Lean Six Sigma Master Black Belt. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment cultiver l'équilibre avec les katas. Donc, dans cette présentation, on va parler d'équilibre. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les katas et comment on peut mettre les deux ensemble. D'abord, l'équilibre. Souvent, quand on pense à l'équilibre, on pense à quelque chose de statique, quelque chose qui ne bouge pas. Par contre, en physique, on a plusieurs types d'équilibre. On a en effet un équilibre statique. On a aussi ce qu'on appelle un équilibre dynamique. C'est un équilibre qui est en mouvement, un peu comme le mouvement d'une toupie qui lui permet de rester en équilibre sur sa pointe. Et bien souvent, comme vous le savez peut-être parce que vous avez déjà fait du vélo, le mouvement est nécessaire pour maintenir l'équilibre. C'est extraordinairement difficile de maintenir un équilibre statique, de faire en sorte que rien ne bouge, parce que si vous avez déjà essayé d'adopter une posture de yoga dans laquelle vous devez pratiquer votre équilibre, vous vous rendrez compte que vous avez besoin constamment de micro-mouvements. Donc, ça ne paraît pas beaucoup, vous avez l'air immobile, mais vous êtes en train de faire un effort continu et constant autant avec votre concentration qu'avec les muscles de votre corps pour maintenir cet équilibre. Pourquoi on fait ça? Mais parce qu'on s'adapte à ce qui bouge autour de nous. On s'adapte au fait que l'environnement change. Si vous repensez à la pile de pierres qui est faite en équilibre statique, s'il y a un coup de vent et que le sable qui soutient les pierres s'envole, la pile va tomber. Donc, pour maintenir notre équilibre, on a quand même un effort à faire au quotidien. Et c'est là que je vais vous parler de la méthode Toyota Kappa, qui est une méthode d'amélioration au quotidien qui vous permet de vous adapter à votre environnement. C'est une méthode qui a été développée par Mike Rotter. Sa question d'analyse au départ, c'est un professeur de l'Université du Michigan, comme Jeff Liker qui a écrit The Toyota Way. Et lui s'est demandé comment ça se fait qu'on a toutes les recettes, qu'on a tous les outils du Lean et que dans certains cas, ça fonctionne, dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Il s'est donc douté qu'il y avait quelque chose de plus que les outils. Et ce qu'il a trouvé, c'est une culture, une façon de penser et une façon de transmettre cette culture-là et une façon d'apprendre aux nouveaux employés cette façon de penser. Donc, ce qu'il a trouvé, c'est un processus qui est quand même assez simple. Il s'agit tout d'abord de comprendre le défi. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Puis, de connaître notre condition actuelle. Donc, d'où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quelle est la différence entre les deux? Une fois qu'on a établi la différence entre ce qui arrive aujourd'hui et ce qu'on voudrait accomplir, on établit une condition cible qui est une étape intermédiaire dans le chemin pour atteindre notre défi. Et on réalise des expériences pour arriver à cette condition cible, à cette étape intermédiaire. Donc, pour le résumer plus simplement, c'est comme un voyage à organiser. Donc, comprendre le défi, c'est choisir notre destination. Si on part pour un road trip qui nous amène jusqu'à Las Vegas et connaître la situation actuelle, savoir de quel endroit on part. Donc, on part aujourd'hui de Montréal. On a quand même toute une distance à faire. Donc, on va établir la condition cible suivante. Ça va être notre premier arrêt sur le chemin. On peut décider que ce soir, on va dormir à Buffalo, dans l'État de New York, sur notre chemin vers le Grand Canyon, vers Las Vegas. Et on va réaliser des expériences pour atteindre la condition cible suivante. Donc,
on va commencer à se déplacer, on va se mettre en route. Dans les étapes de notre voyage, euh, si ma condition actuelle, c'est que les valises ne sont pas faites, il n'y a pas d'essence dans l'auto, euh, je ne sais pas encore quel chemin je vais prendre pour me rendre à Buffalo. C'est toutes des expériences que je vais pouvoir réaliser, c'est toutes des choses que je vais pouvoir faire. Donc, mes premières expériences, ça va être de faire mes bagages, d'amener toute la famille dans l'auto, de commencer mon voyage, de commencer à conduire. Et ce qui est intéressant avec la méthode Kata et pourquoi on le voit comme des expériences et non pas comme un plan d'action, c'est qu'on va identifier nos obstacles et on va soit éliminer ou contourner nos obstacles. Ce qui veut dire qu'au lieu de partir avec une carte et un chemin qui est déjà tracé sur ma carte, je pars avec un GPS. Donc, si mon premier obstacle, c'est qu'il y a des voies fermées dans le pont-tunnel, mais je ne suis pas obligée de passer par le pont-tunnel. J'ai d'autres options et j'ai d'autres choix. Donc, on est dans une démarche d'expérimentation parce qu'on a toujours le choix du chemin qu'on va prendre plutôt que d'être dans un plan d'action qui peut s'étendre sur plusieurs mois où on décide le chemin qu'on va prendre alors qu'on est en train de planifier notre voyage. Et cette méthode-là, ça nous permet beaucoup d'agilité parce que justement, toutes les options possibles, la chose qu'on vise, ce n'est pas de prendre une route particulière, mais c'est d'arriver à un point et on peut prendre n'importe quelle route pour y arriver, qui permet de s'adapter constamment à notre environnement. Quand on est en voyage, on voit seulement une petite partie de la route à la fois. Si on regarde cette route de montagne, on voit qu'il y a un genre de tunnel et qu'elle tourne vers la gauche. Par contre, après le tournant, on ne sait pas ce qui s'en vient. Et c'est un peu comme ça dans la vie, un petit peu comme ça dans notre vie professionnelle aussi. On ne peut pas toujours prévoir ce qui va s'en venir, donc on doit toujours s'adapter en cours de route. Ce qui fait que d'adopter des méthodes plus agiles, plus dynamiques, un peu plus comme le kata, où on est toujours en train de réévaluer notre prochaine action. C'est beaucoup plus efficace en termes de notre propre énergie et aussi en termes des résultats qu'on accomplit. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'entière liberté de s'adapter à ce qu'on trouve sur notre route, plutôt que d'être dans un plan de projet classique dans lequel toutes nos actions sont planifiées pour plusieurs mois. Et comment ça fonctionne, les katas? Donc, le kata d'amélioration que je vous ai présenté, on a une personne qui pratique le kata d'amélioration. Donc, cette personne-là va comprendre son défi, comprendre la condition actuelle, établir sa prochaine condition cible et réaliser des expériences. Cette personne-là est accompagnée d'un coach qui suit le kata de coaching. Donc, encore une fois, c'est une recette pour arriver à coacher la personne qui réalise les améliorations et l'accompagner sur son chemin. Donc, en orange, on voit les cycles de coaching de planification. Donc, comprendre le défi, comprendre la condition actuelle et établir la prochaine condition cible, c'est la phase de planification. C'est quand on décide de partir en voyage et qu'on planifie la première étape de notre voyage. Ensuite, il y a la réalisation des expériences avec des cycles de coaching d'exécution qui ont des questions légèrement différentes. Et une fois qu'on atteint la prochaine condition cible, hein, on recommence le processus, donc on réévalue notre défi, notre destination, on comprend notre nouvelle condition actuelle. Donc, après la première étape de mon road trip, je suis rendue à Buffalo dans un hôtel. Alors, ma condition actuelle n'est plus d'être à Montréal, c'est d'être à Buffalo.
Est-ce que j'ai toujours envie de me rendre à Las Vegas ou est-ce que j'ai changé d'idée parce que je veux me rendre au Grand Canyon? C'est le bon moment pour me poser la question. Et on va établir la prochaine condition cible. Donc, je vais choisir la prochaine étape de mon voyage, la prochaine ville dans laquelle on va s'arrêter. Et une fois que c'est fait, on va se remettre en route pour réaliser la prochaine étape de notre voyage. Le coach est là pour guider l'améliorateur dans toutes ces étapes-là. Et aussi, c'est le gardien de l'équilibre parce que la responsabilité du coach, c'est la méthode et c'est de pousser l'améliorateur à aller un peu plus loin dans son amélioration, mais à conserver l'améliorateur dans une zone de sécurité aussi, donc de s'assurer que la portée de la prochaine condition cible et la portée des prochaines expériences sont adéquates. Et c'est comme ça que le coach maintient l'équilibre dans cet exercice. Typiquement, c'est une rencontre qui se fait quotidiennement tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on veut conserver des petites étapes. Conserver des petites étapes quotidiennes, ça permet de s'adapter beaucoup plus souvent que de réaliser des longues étapes sur une longue période de temps. Donc, la pratique supervisée avec un coach, ça nous assure d'apprendre de la bonne façon. La même façon que quand on veut commencer à courir, à faire du jogging, on doit s'assurer de réaliser les mouvements de la bonne façon. Premièrement, pour ne pas se blesser et deuxièmement, pour que notre mouvement soit efficace et qu'on puisse bâtir une endurance, qu'on puisse aller aussi loin et développer notre potentiel. On développe aussi une habitude. Et la quotidienneté dans le kata, c'est important justement pour cette habitude-là. C'est un rendez-vous quotidien de réflexion pour ancrer cette habitude-là de réflexion. On développe aussi une aisance et un plaisir parce que quand on commence à maîtriser quelque chose, ça devient tout de suite beaucoup plus attrayant, beaucoup plus excitant. Après la naissance de ma fille, j'ai commencé à faire du jogging. Et je vous dirais que pendant les premières semaines, faire du jogging, ça me prenait énormément de motivation pour y aller. Et à un moment donné, j'ai adopté un rythme, une cadence qui me convenait et j'avais hâte d'aller faire du jogging. Et une fois que j'ai dépassé ce seuil-là, c'était une récompense pour moi d'aller faire du jogging. Je ne sentais plus de douleur dans mon corps, je sentais simplement un apaisement, en fait, la libération d'endorphines de quand on fait du sport. Mais pour arriver à ce point-là, j'avais besoin de fournir un effort de départ et d'apprendre à courir de la bonne façon avec les bons mouvements. Le coach aussi s'assure qu'on adopte un rythme qui nous convient. J'avais un coach à ce moment-là pour m'apprendre à faire du jogging et il m'a fait remarquer que au début, ma cadence était trop rapide. J'essayais d'aller trop vite et je m'épuisais. Et c'est quand j'ai réussi à revenir un peu et adopter une bonne cadence que c'est devenu tellement facile. Pourquoi? Parce que je respectais ce dont mon corps avait besoin et le coach est là dans le kata pour adapter la portée à ce que la personne qui réalise les améliorations est capable de prendre. Donc, c'est d'avoir des bouchées de la bonne grosseur pour adopter un rythme qu'on est capable de soutenir dans le temps. J'essaie de faire du jogging comme on fait un sprint. Je m'essoufflais au bout de 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'avec un rythme de sprint, ben, normalement, on n'est pas capable de maintenir ce rythme-là plus que 2 minutes. J'ai dû adopter une cadence de longue durée pour être capable de faire mon jogging de 5 km puis ensuite de 10 km. Et c'est exactement le rôle du coach de faire adopter le bon rythme à l'améliorateur. Le coach est là aussi pour nous garder en sécurité.
De la même façon que mon coach de jogging s'assurait que je ne me blesse pas dans ma pratique, le coach dans le kata est là pour s'assurer que la personne reste à l'intérieur de sa zone de contrôle et qu'elle reste aussi à l'intérieur de sa zone de sécurité psychologique. D'ailleurs, souvent, le coach, un peu comme un gestionnaire de projet, va avoir un rôle qui lui permet d'aplanir certaines difficultés aussi dans l'organisation, donc de s'assurer que la personne qui réalise les améliorations va avoir ses réponses, qu'elle va avoir les bonnes ressources aussi pour réaliser ces améliorations. Donc maintenant, comment on cultive l'équilibre dans le kata? Il y a plusieurs mécanismes qui nous permettent d'être en équilibre dans le kata. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est une pratique régulière et à long terme. Donc, c'est essentiel d'être dans un bon équilibre, dans un équilibre, comme on l'a vu avec le vélo, de mouvement constant. Donc, on veut un rythme soutenable. Pour arriver à ce rythme soutenable, on découpe nos problèmes en plus petits morceaux. Donc, vous avez vu qu'on a d'abord le défi, qu'on découpe pour créer des conditions cibles et on découpe pour créer des expériences. Et la taille d'une expérience, c'est ce qu'on est capable de faire à l'intérieur de 24 heures. Donc, c'est des petites expériences, mais qu'on répète souvent. De la même façon qu'en faisant du jogging, on fait des petites foulées rapidement. Et c'est l'addition de toutes ces petites foulées-là qui fait en sorte qu'on est en train de courir et qu'on se déplace plus rapidement que quand on marche. Si vous n'avez pas remarqué, souvent quand on fait du jogging, la longueur de notre pas est plus courte que quand on marche régulièrement. Pourtant, on va plus vite parce qu'on augmente notre cadence. C'est un mouvement continu. On a vu on peut arriver à un équilibre dans le mouvement quand le mouvement est continu ou quand le mouvement est cyclique. Donc, le mouvement continu dans le kata, c'est qu'on va réaliser de petits changements fréquents au lieu de grands changements ponctuels. Dans beaucoup d'entreprises, on pratique l'amélioration continue sous forme d'événements. Un événement où on fait des gros changements d'un coup et ensuite on a plusieurs mois de travail pour mettre en œuvre tous les changements qu'on a décidés. Avec le kata, on privilégie plutôt l'approche de réaliser des petits changements quotidiens. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de s'habituer au changement. Ça permet d'être à l'aise, d'avoir une cadence qui est continue. Souvent, on pense que les gens résistent au changement, mais en réalité, c'est qu'ils résistent en un mode de travail qui ne leur est pas familier. Un bon exemple qu'on est capable d'être très confortable dans le changement, c'est que quand on inspire, il y a énormément de changements qui se font dans notre corps et quand on expire, il y a aussi énormément de changements qui se font dans notre corps. Pourtant, on alterne l'un et l'autre plusieurs fois par minute sans ressentir aucun inconfort. Parce que c'est un changement auquel on est habitué et c'est aussi un changement qui arrive tout le temps. Donc, c'est un changement qu'on a apprivoisé, c'est un rythme qui nous correspond et on est capable de le faire toute la journée sans vraiment s'en rendre compte. C'est un petit peu ce qu'on vise avec le kata, c'est d'amener le changement comme une habitude. Et on veut créer un nouveau confort aussi. Ce confort-là, c'est d'apprivoiser le sentiment de ne pas savoir pour le moment. C'est d'apprivoiser les questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse et développer le plaisir d'apprendre. De la même façon qu'en faisant du jogging, à un moment donné, on arrive à un seuil où on libère de l'endorphine et ça devient un plaisir d'être en mouvement, mais on peut développer ce plaisir-là d'apprendre en valorisant l'apprentissage plus que la performance.
qui fait qu'on valorise toutes les expériences qui nous permettent d'apprendre quelque chose, parce que c'est apprendre quelque chose qui va nous permettre d'avancer et d'atteindre la performance qu'on souhaite. Par contre, si on valorise uniquement la performance, le message qu'on envoie, c'est que si une expérience n'a pas exactement le résultat auquel on s'attend, c'était une mauvaise expérience. Alors que des fois, c'est sur les apprentissages de cette expérience-là qui n'a pas eu les résultats auxquels on s'attendait qu'on va être capable de construire la solution qui va nous amener au plus de performance. Donc, en renforçant tous les jours le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau, mais on crée une culture dans laquelle toutes les personnes de l'organisation sont continuellement en train de progresser. Et par conséquent, l'organisation elle-même va progresser. Dans le cas de coaching, le coach est responsable de maintenir un espace d'apprentissage. Donc, si vous regardez les cercles dans le bas de l'écran, on a une zone connue. Des fois, les gens l'appellent la zone de confort, mais je préfère l'appeler la zone connue. Pourquoi? Parce que des fois, on n'est vraiment pas dans notre confort dans cette zone connue-là. On travaille de la façon dont on nous a appris à travailler. C'est rendu familier. Ça ne veut pas dire que c'est sans friction, ça ne veut pas dire que c'est confortable. C'est simplement la façon qu'on connaît. Ensuite, on a la zone d'apprentissage. Donc, entre la zone connue et la zone d'apprentissage, on a notre seuil de connaissance. Et au-delà de la zone d'apprentissage, on a la zone de stress. La frontière entre la zone d'apprentissage et la zone de stress, c'est notre seuil de sécurité psychologique. Donc, le coach va essayer de maintenir l'améliorateur en équilibre dans sa zone d'apprentissage. Ça veut dire le pousser plus loin que son seuil de connaissance pour sortir de la zone connue. Ça veut dire aussi retenir la portée des expériences pour rester dans la zone d'apprentissage, donc rester à l'intérieur du seuil de sécurité psychologique. Le coach est constamment en train d'évaluer où se situe l'apprenant, où se situe l'améliorateur dans la zone d'apprentissage. Le coach est aussi là pour être une main tendue, donc pour offrir un soutien supplémentaire quand le chemin est difficile. Donc, quand on est dans une phase un petit peu plus complexe, le coach va offrir un peu plus de soutien pas à pas pour que la personne puisse traverser cette période-là d'incertitude. Et c'est comme ça que le coach maintient l'améliorateur dans une situation d'équilibre dans sa zone d'apprentissage. Maintenant, j'ai des petits exercices pour vous si vous voulez commencer vous-même votre entraînement. Donc, je vais vous présenter d'abord l'exercice du compteur. Ça se fait avec un compteur comme ça pour les rangées de tricot. Ça peut se faire aussi avec un compteur comme ça, comme celui qu'on utilise dans les événements sportifs ou pour compter les tours, compter les personnes dans un festival. Cet exercice-là, il sert à s'habituer à l'imprévu et à prendre conscience de nos biais. Donc, on vous invite toute la journée à vous promener avec votre compteur et à cliquer à chaque fois que quelque chose se passe d'une façon qui vous surprend ou que vous n'aviez pas prévu. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de noter à la fin de chaque journée quel est le chiffre sur votre compteur et le remettre à zéro pour la prochaine journée. Donc, vous pourrez voir votre évolution dans le fait d'être conscient des imprévus, des choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prédit. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre le clic. Ce clic-là, il dit à notre cerveau, tu viens de te rendre compte qu'il y avait un imprévu. Tu viens de te rendre compte qu'une des prédictions, une des choses à laquelle tu t'attendais ne s'est pas réalisée. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus conscients de ce qui se passe autour de nous
en dehors de ce qu'on avait prévu. Ça nous permet de repérer ce moment-là. Puis, à force de le faire, ça nous permet de chasser ces moments-là, d'essayer de les trouver et d'être joyeux aussi quand on les trouve. Donc, ça nous permet de recadrer l'imprévu dans une optique plus positive, dans une optique que c'est quelque chose qu'on recherche. Pourquoi? Parce que à chaque fois que ça se produit, on a une occasion d'apprendre. Et dans le kata, on adore apprendre. L'autre pratique que je vous propose, que vous pouvez faire aussi par vous-même, c'est la réflexion, qu'on appelle Ansei en japonais. Donc, pour pratiquer cette compétence-là, vous pouvez écrire le matin votre intention de la journée, que ce soit dans un journal, sur un bloc-notes, dans un cahier, et le soir, réviser pour noter ce qui a été différent de ce que vous aviez prévu comme intention et noter aussi ce que vous avez appris de cette différence. Par exemple, aujourd'hui, mon intention, ça pourrait être de prendre 1 heure de pause pour dîner sans répondre à mes courriels. Je ne sais pas encore si ça va se réaliser. Peut-être que je vais répondre à mes courriels pendant ma pause de dîner, mais si je le fais, je vais pouvoir le noter et je vais pouvoir apprendre quelque chose à propos de moi-même. Est-ce que c'était réellement urgent ou est-ce que c'est moi qui me sentais mal à l'aise de prendre une pause d'1 heure sans répondre à mes courriels? Et ça va me permettre justement, en bâtissant cette banque d'apprentissage, de m'améliorer et de mieux coller à mes intentions. Donc, c'est les 2 exercices que je vous propose que vous pouvez réaliser vous-même. Et pour en savoir plus, pour aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site web, kaizenradical.com. Vous pouvez aller voir la Kata School Francophonie qui se réunit tous les lundis à 12h30 heure de Montréal pour 30 minutes de conversation entre praticiens du kata. Donc, tout le monde est bienvenu, tout le monde est invité et ça peut vous permettre d'en savoir plus. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn avec mon nom, Julie Savage-Fournier. Et ça va me faire très plaisir de répondre à vos commentaires. Je suis là en direct avec vous pour répondre. Et je vais rester quelque temps aussi pour m'assurer de répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bel équilibre. Puis, je vous souhaite de développer le plaisir d'apprendre avec le kata. Bonne journée.